Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voici le moment de Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Avec les titres de l'actualité ce matin, Saveria, rebonjour. Bonjour à tous. La loi, à la une de l'actualité cette semaine au Sénat, la loi sur la reconstruction Notre-Dame de Paris. Les sénateurs sont opposés à la vision du gouvernement qui prévoit des dérogations pour rebâtir la cathédrale. L'article en question a été modifié suffisamment, nous poserons la question. Mieux rémunérer les auteurs pour la publication de leur contenu en ligne, c'est désormais une réalité. Le Sénat a voté la création d'un droit voisin à l'image du droit d'auteur. Nous recevrons l'auteur de cette loi, le sénateur de Paris, David Assouline. Et puis l'autorisation de la PMA, c'est le prochain grand texte examiné au Parlement dans les semaines à venir et à la rentrée. Les deux chambres vont mettre en place une commission spéciale pour examiner cette grande loi de bioéthique. Nous en parlerons. Je le disais en titre, nouvel examen cette semaine de la loi sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Le texte déchaîne les passions. Lors du premier examen, députés et sénateurs n'avaient pas trouvé d'accord, notamment en ce qui concerne les dérogations pour rebâtir la cathédrale. L'article en question a depuis été modifié. Explication, Adrien Develay. Députés et sénateurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. L'article 9, qui prévoit un certain nombre de dérogations pour rebâtir la cathédrale rapidement, avait cristallisé les discussions. Des dérogations voulues par le gouvernement. Il ne faut pas qu'on se mente. On sait tous qu'il y a un certain nombre de règles. Comme tout système législatif, comme toute réglementation, il y a des choses qui ne sont pas forcément idéales, notamment les procédures, et qui sont parfois des freins à toutes les restaurations qu'on peut faire dans nos territoires. L'article a depuis été modifié par les députés qui ont listé les dérogations possibles en matière d'urbanisme, d'environnement et d'architecture notamment. Les sénateurs resteront vigilants. Nous reprendrons ces dérogations telles qu'elles figurent dans le texte, mais nous irons explorer plus largement pour cet article 9 si toutes les dérogations sont bien clairement inscrites. Pour coordonner la reconstruction, les sénateurs ont proposé la création d'un établissement public administratif. Un amendement alors rejeté par les députés en commission, mais qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quelle n'est pas notre surprise de voir que le ministre de la Culture, Franck Riester, lors du débat à l'Assemblée nationale sur ce qui aurait dû être les conclusions de la commission mixte paritaire, donc sur le texte des députés, amende le texte en reprenant certaines de nos propositions. Je n'ai jamais vu ça de vie de sénatrice, transformer les textes en utilisant les propositions de l'autre assemblée après les avoir rejetées en commission mixte paritaire dans cette dernière lecture. En cas de nouveau désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Près de 3 mois après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, les experts ont encore du mal à estimer combien de temps prendra sa reconstruction. Mieux rémunérer les auteurs pour la publication de leur contenu en ligne, c'est désormais une réalité. Le Sénat a voté la création d'un droit voisin à l'image du droit d'auteur. La presse dispose donc des armes juridiques pour négocier avec les géants du web. Explication, Jérôme Rabier. La France pourrait être le premier pays à retranscrire la directive européenne sur les droits d'auteur. Et c'est en grande partie grâce au Sénat. Sous l'impulsion de David Assouline, un premier texte avait été adopté dès janvier dernier à l'unanimité, alors que le Parlement européen n'a voté qu'en mars dernier sa fameuse directive longuement négociée. Le texte a depuis été voté à l'Assemblée nationale et pour le ministre de la Culture et de la Communication, c'est une mesure de justice pour les agences et éditeurs de presse. L'objectif de la reconnaissance d'un droit voisin au droit d'auteur de la presse, c'est garantir un juste partage de la valeur. De le rééquilibrer au profit des entreprises et agences de presse, mais également des journalistes. De leur permettre de percevoir une rémunération pour chaque réutilisation de leur contenu. Le principe de ce texte, c'est que lorsque des entreprises de presse publient des articles en ligne et que des extraits de ces articles sont publiés gratuitement par des plateformes comme Google ou Facebook, ce texte prévoit donc que ces plateformes versent désormais des droits d'auteur aux entreprises de presse, des droits qu'on appelle les droits voisins. Et le rôle de la France dans ce domaine pourrait bien donner le ton pour toute la presse européenne. Si la France était très engagée à Bruxelles pour obtenir le meilleur texte possible pour la directive, elle est maintenant dans un rôle de modèle possible pour toute l'Europe, sur sa transposition législative, ce que nous faisons maintenant, et sur la négociation à venir des droits voisins avec les géants du net. Après d'ultimes précisions, le texte du Sénat a encore une fois été voté à l'unanimité. L'Assemblée nationale doit maintenant le revoter d'ici la fin du mois de juillet,
S'ouvrira alors le plus dur. Les éditeurs de presse et les géants du numérique auront 6 mois pour se mettre d'accord sur les montants de ces droits voisins. Et nul doute que les négociations seront âpres pour un meilleur partage des revenus générés par ces articles. Voilà, et on en parle dans un instant avec notre invité David Assouline, sénateur de Paris. À tout de suite. Bonjour David Assouline, Bonjour. merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. On va parler de vos sujets de prédilection. Bonjour David Assouline, vice-président du Sénat. Cette loi qu'on vient de voir, cette loi sur les droits voisins, c'est votre loi. Grande avancée démocratique, nous dit Franck Riester, le ministre de la Culture. Oui, c'est une avancée, c'est un combat qui vient de loin. Fur et à mesure, il s'imposait à nous que c'était un combat d'abord européen. Et ça montre d'ailleurs la pertinence de la nécessité de l'Europe. Il y a des combats qu'on ne peut gagner vraiment jusqu'au bout que si on le fait à l'échelle de l'Europe, parce que les géants du net dépassent la puissance de certains États. Et c'est à cette échelle-là qu'on a pu transformer les choses. Et donc, oui, c'est la justice. La presse ne peut plus vivre avec son modèle économique ancien, avec l'irruption des géants du net, avec le net. Et il fallait absolument que dans cette révolution, ils trouvent de nouvelles sources de financement, notamment de ceux qui pillent leur contenu sans les payer. Alors maintenant, la presse, désormais, elle a 6 mois pour discuter avec ces géants du numérique, pour négocier justement le montant de ses droits. C'est une nouvelle bataille en perspective ? Oui, bien entendu. Je l'ai dit depuis le début. Il y avait la bataille législative et ensuite il y a une négociation. Alors aussi, les géants du net sont coopératifs, ça va se passer bien, mais je pense qu'il y aura des bras de fer. En tous les cas, la presse française, les éditeurs et les agences de presse ont les moyens législatifs de négocier dans de bonnes conditions s'ils restent unis. Et donc, je les ai appelés à maintenir cette unité. Ils ont des intérêts parfois divergents ou pas tout à fait les mêmes, mais il faut qu'ils restent unis. Et je suis optimiste parce qu'y compris les gens du net ont besoin de redorer leur blason. Dans l'opinion, on les considère plus comme avant. Hein. Et donc, il faut qu'ils regagnent cette crédibilité en jouant le jeu. Un autre sujet maintenant, on va en venir à la situation du baccalauréat avec des épreuves qui sont déroulées de façon particulière cette année. Avant de vous faire réagir, je voudrais qu'on écoute le président Emmanuel Macron, c'était hier lors d'une interview. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. On a des droits, tout le monde a des droits, mais on a des devoirs. Et notre devoir à tous, c'est que quand il y a un examen qui est attendu avec angoisse et qui vient sanctionner la fin des études secondaires et l'entrée dans la vie universitaire ou la suite, notre devoir à tous, c'est d'être au rendez-vous et c'est de faire ce qu'on doit faire. David Assouline, on ne peut pas prendre en otage les enfants, nous dit Emmanuel Macron, il a raison. Je pense que l'expression otage ne doit pas être galvaudée. On sait dans ce pays, et notamment ces dernières années, ce que ça signifie. Et donc, il faut faire attention, surtout quand on est chef de l'État, à ce type d'expression. Ensuite, je pense que le ministre a un peu joué avec le feu parce qu'il ne veut pas ouvrir de discussion. Et je pense que ça aurait pas mal désamorcé une crise possible. Après, c'est absolument, pour moi, absolument inadmissible le fait qu'on puisse retenir des notes. Donc vous condamnez... Des syndicats et des luttes dans l'éducation nationale, il y en a eu depuis de nombreuses années, des décennies que j'ai pu suivre. Vous condamnez la position de ces enseignants grévistes qui ont retenu les copies. C'est pas une question de condamner, c'est que ça n'est pas acceptable d'utiliser ce mode d'action parce qu'il sanctionne des élèves et des familles à un moment assez crucial, y compris au niveau psychologique, de ce qu'ils cherchent à réaliser dans leur vie. Quelques mots sur un autre texte sur lequel vous avez travaillé, le projet de loi sur la reconstruction Notre-Dame de Paris. L'article 9 qui autorisait les dérogations sur cette reconstruction a été modifié. Est-ce que cette version vous satisfait désormais? Le texte revient en examen cette semaine au Sénat. Ou est-ce que vous craignez que le chantier de Notre-Dame déroge aux règles qui sont applicables partout ailleurs en France? Oui, je crains toujours, mais j'aime bien quand il y a des avancées et le souligner. Et
je pense que tout ce que l'on a dit ici au Sénat, même si en CMP, ils n'en ont pas tenu compte du tout, c'est bizarre, là, dans cette lecture à l'Assemblée, c'est très rare qu'à l'Assemblée, on reprenne des propositions rejetées en CMP que nous avions proposées. C'est ce qu'a signalé Catherine Morin-Desailly, la présidente de la Commission de la Culture. Si ça avance, c'est bien, s'ils mettent du temps à se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais il y a encore des dérogations, à part les dérogations concernant le patrimoine, qui effectivement on nous donne raison. Toutes les autres sur l'urbanisme, l'environnement, la voirie sont maintenues et ce n'est pas acceptable. On peut préciser exactement les choses dans la loi si le ministère a des idées là-dessus, mais on est contre par principe qu'il y ait de telles dérogations à des codes fondamentaux, notamment celui de l'environnement, qui est aujourd'hui au cœur de toutes nos préoccupations. Les municipales, autre sujet, les municipales En Marche doit désigner cette semaine son candidat pour la mairie de Paris. Vous êtes élu parisien. Est-ce que Benjamin Griveaux est le bon candidat, le candidat que vous souhaitez face à Anne Hidalgo? Quand vous posez cette question, vous me tentez, parce que s'il était mauvais, je vous dirais c'est le bon pour nous. Donc peut-être. Non, je ne veux pas m'occuper de ça. Est-ce que c'est le candidat que vous souhaitez face à Anne Hidalgo? Non, mais moi je ne veux pas m'occuper de ça. Ce que je sais, c'est qu'Anne Hidalgo est la bonne candidate parce qu'elle fait ce qu'il faut. Et indépendamment du fait qu'on est en campagne déjà pour beaucoup, etc., elle trace la route d'une maire en action. Il y en a qui parlent d'écologie, de réchauffement climatique. Elle agit concrètement tous les jours. D'ailleurs, ceux qui protestent souvent sur des travaux ici ou là, par ailleurs se gargarisent de mots sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, mais elle le fait concrètement. Donc c'est évident que quand on fait des travaux, ça peut un peu déranger. Mais je veux d'ailleurs signaler ici que les travaux engagés par la ville de Paris, qui sont en général des aménagements de places, des espaces verts, etc., des pistes cyclables, c'est 10% des travaux qu'il y a à Paris. Et quand on voit le nombre de travaux en retard initiés par la région Île-de-France, puisque Mme Pécresse a voulu se mêler de ce débat, je veux le rappeler, c'est incroyable. Donc il y a bien entendu dans une ville comme Paris, et par des entreprises privées, et par tout un tas d'aménageurs, des opérateurs publics. Donc il faut arrêter de jouer avec ça. Les responsables savent que ce n'est pas la ville de Paris qui fait tous les travaux à Paris. Plus généralement, sur les municipales, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce qu'il faut répondre aux maires socialistes aujourd'hui qui sont élus et qui seraient tentés par des alliances avec En Marche? Mais moi, je pense que la ligne de conduite d'un maire... Voilà, Olivier Faure a édicté une ligne de conduite très ferme, aucune alliance avec En Marche. Quelle est votre position? Moi, ce que je pense, c'est que les socialistes au niveau local doivent... à partir de programmes, à partir d'engagements vis-à-vis de leurs administrés, bâtir les alliances. Les alliances avec En Marche? Mais je vous dis, avec ceux qui, sur le terrain, partagent un certain nombre de combats, et notamment les combats essentiels que mènent les socialistes au niveau local. Le socialisme municipal, ça existe. Que ce soit à Lille, à Nantes, à Rennes ou à Paris, on sait ce que c'est. Voilà, c'est en action, ça agit. Et il faut des majorités. Je pense que ce sont des majorités qui doivent s'ouvrir aux citoyens, à la société civile, encore plus qu'avant. Parce que les sujets, notamment ceux de l'environnement, portés par des ONG, des associations, etc., sont au cœur de ces campagnes. Et puis le reste des alliances politiciennes et tout, je laisse les commentaires aux autres. Ce que je sais, c'est que nous sommes dans une opposition à ce gouvernement, parce que c'est un gouvernement de droite, et nous sommes de gauche. Le 17 juillet, vont se réunir au Sénat Olivier Faure, Bernard Cazeneuve, François Hollande, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Martine Aubry. Première fois que toutes ces figures historiques socialistes seront réunies. C'est l'avenir de la gauche que vous voulez montrer? Non, écoutez, c'est pas sympa de poser la question comme ça, parce que ce sont des personnalités qui ont aidé à faire que la France sociale et son droit social soit là. Je pense à Martine Aubry, à Lionel Jospin en particulier. C'est bien, à un moment donné, que ces figures-là soient présentes pour dire qu'il faut absolument reconstruire la gauche. C'est quoi l'objectif de cette photo de famille? Moi, je ne sais pas, vous demanderez à Patrick Caner exactement ce que lui a voulu faire, mais je trouve très bien que, alors que beaucoup ont utilisé les petites phrases... Moi, en gros, ce que j'aimerais, si vous me dites, vous posez la question à moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les anciens
viennent dire qu'ils vont aider la nouvelle génération à prendre son destin en main, à reconstruire une gauche sociale et écologiste, et que tous ceux qui restent en embuscade, qui reviennent que pour planter des flèches, eh bien, cessent. Il faut maintenant unir la gauche et les écologistes. Mais justement, comment on sort le pays du clivage République En Marche, Rassemblement National? Comment on rassemble la gauche? Ce gouvernement a choisi de faire une politique de droite. Donc l'espace de la gauche sociale et écologiste et républicaine existe dans ce pays. Il est libéré par cette politique de droite de Emmanuel Macron. Il faut que ces morceaux éparpillés qui peuvent le constituer se rassemblent et créent un projet. Et je pense qu'il y a une personnalité qui va certainement prendre plus de responsabilités et qui peut aider à créer ce collectif nouveau, c'est Bernard Cazeneuve, je pense, et j'attends qu'une mise en mouvement commence à la rentrée peut-être. Merci. Entre les anciens dont vous parlez, les nouveaux dont vous parlez, vous vous situez où entre les deux? Moi, je me situe... dans les nouveaux, dans ceux qui ont beaucoup donné depuis des décennies pour que la gauche puisse faire avancer notre société et qui veut transmettre à une nouvelle génération son expérience. Moi, je suis disponible pour transmettre, pour aider. Voilà, j'adore l'histoire, j'adore sa transmission, je sais en quoi elle est nécessaire. C'est pas au milieu, je suis encore un homme politique en action, mais je sais que c'est la nouvelle génération qui va écrire les nouvelles pages. Elle a besoin d'aide, je suis prêt à aider, et j'aimerais que tous ceux qui ont été ministres, présidents de la République, tout ce que vous voulez, eh bien, aident au lieu de rester en embuscade. Un mot, vous nous aviez inquiété sur les retransmissions en clair pour le plus grand nombre des manifestations liées aux Jeux Olympiques de 2024. Vous disiez on ne peut pas dire d'un côté le sport est fédérateur et de l'autre constater qu'il n'y a plus que les riches qui peuvent se le payer. Ça va mieux? Ça y est, c'est réglé? On va pouvoir voir tous les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, on va pouvoir. Il y a un accord avec France Télévisions qui a été établi et qui est rassurant. Mais au-delà des Jeux Olympiques, je pense qu'il y a eu une avancée majeure que j'avais défendue dans mon rapport, qui est le sport féminin. Avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a vu aujourd'hui dans l'exposition du football féminin, eh bien, il y a le répondant tout de suite. C'est-à-dire qu'on disait, on ne peut pas l'exposer parce qu'il n'y a pas assez d'audience. Ben, quand on l'a exposé, ça a été 8 millions, 10 millions d'audience sur TF1. Ça veut dire que c'est possible. Et vous allez voir le nombre de femmes qui vont s'inscrire dans les clubs de sport à partir de demain. Donc à partir du moment où on expose les sports, leur diversité ou le sport féminin par exemple, mais aussi la diversité des sports qu'on ne montre jamais, eh bien on encourage à la pratique et c'est à cela que doit servir aussi la télévision publique. Merci David Assouline, vice-président du Sénat, sénateur de Paris. Merci à vous. Voilà, et ce qui se passe au Sénat maintenant. Absolument, aujourd'hui 15h justement, c'est l'examen du rapport sur le projet de sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Un texte sur lequel les sénateurs sont opposés à la vision du gouvernement, on vient d'en parler. La nouvelle lecture de la loi est elle prévue mercredi à 14h30 dans l'hémicycle. Mardi à 10h, c'est l'examen du rapport sur la loi énergie-climat, un des derniers grands textes de cette session, examen par la Commission du développement durable. Et puis mardi à 14h30, comment accompagner la transition numérique des PME, c'est l'objet d'un rapport fait par la délégation aux entreprises. Voilà, dans un instant, c'est l'œil 2 avec l'éclairage de cette matinale. À tout de suite. Voilà, on accueille Pascale Tournier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de La Vie. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour Pascale, on va parler avec vous de cette future loi de bioéthique qui contient donc l'extension de la PMA à toutes les femmes. Tout d'abord, une commission spéciale va se mettre en place au Parlement, c'est ça, pour examiner le texte, hein? Oui, tout à fait. Alors normalement, elle devrait se mettre en place cette semaine pour l'Assemblée nationale. Et pour le Sénat, a priori, ce serait plutôt à la rentrée, d'après mes informations. Et donc, ce qui montre que le processus est enclenché, le calendrier est a priori acté, à savoir que donc le texte va être déposé en Conseil des ministres le 26 juillet. Ensuite, il arrivera donc à l'Assemblée pour un examen en commission vers le 9 septembre et un examen, j'irais peut-être autour de la 3e semaine de septembre, pour ensuite, après, bien évidemment, arriver au Sénat. Alors, l'autorisation de la PMA implique, bien sûr, de reconnaître l'existence de 2 mères. Comment va se faire cette révolution de la filiation? Comment les parlementaires, les législateurs vont traduire ça dans la loi?
Alors, les législateurs, a priori, va écarter tout de suite une première option, à savoir de modifier le Code civil, donc là, le fameux article 7, parce que c'est trop compliqué, ça susciterait trop de levées de boucliers de la part de beaucoup de Français. Donc, ils ont choisi une autre option qui est de ce qu'on appelle la déclaration anticipée de reconnaissance, voilà. À savoir que finalement, c'est faire un régime particulier pour les enfants nés de PMA. Alors, soit on fait encore un autre régime plus spécifique pour uniquement pour les enfants qui sont nés de deux mamans. Donc, cette déclaration anticipée, ce serait un texte qui serait adjoint à l'acte de naissance, donc qui serait signé devant notaire. Voilà, donc c'est à peu près les deux options qui ne sont pas encore tout à fait tranchées aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Sur la congélation des ovocytes, là aussi, il y a un vrai sujet. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce qu'elle va être autorisée, mais très encadrée. Oui, alors effectivement, ça fait partie des sujets qui risquent aussi il y a donc bien sûr la PMA, mais la congélation des ovocytes risque aussi d'être un sujet relativement discuté, en tout cas qui ne fait pas l'unanimité aujourd'hui en France, notamment du côté peut-être, on va dire, l'électorat conservateur. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que cette question de la congélation des ovocytes ne sera pas remboursée par la Sécurité sociale. Le gouvernement a déjà géré cette borne. Et aussi, la question de l'âge va être aussi après très encadrée. D'après mes informations, on serait plutôt sur entre une limite d'âge entre 30 et 43 ans. D'accord. Comment l'exécutif veut éviter de réveiller, j'allais dire, les fractures du mariage pour tous? Comment éviter que les débats ne dérivent? On sait que plusieurs parlementaires de tous bords veulent déposer des amendements en ce qui concerne l'euthanasie, la recherche d'anomalies chromosomiques. Alors comment on évite ça? On a vu d'ailleurs le cas de la députée Anne Estille qui a été exclue du groupe En Marche après ses propos. Alors c'est vrai que le gouvernement, on va dire, déjà a commencé depuis très longtemps à essayer de trouver une façon de faire pour que les débats soient, comme ils disent toujours, apaisés. On l'a vu, il y a d'abord eu les états généraux, la bioéthique, il y a eu de nombreux débats, même au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, il y a les différents rapports. Donc on peut dire déjà, ce qu'ils ont essayé de faire depuis le début, c'est de mettre tout le monde autour de la table, que tout le monde puisse s'exprimer. Donc déjà, ça, je peux dire que c'est déjà acté. Et le fait de créer des commissions spéciales aussi à l'Assemblée, au Sénat, c'est aussi pour préparer le travail. Exactement. Et déjà aussi, d'après mes informations, ce qui risque de se passer, en tout cas pour l'Assemblée nationale, je ne sais pas pour le Sénat, mais c'est que vraisemblablement, les postes clés, peut-être le président de la commission ou même le rapporteur général, on ne sait pas, pourraient être attribués à un membre de l'opposition qui pourrait permettre d'apaiser les débats. Ensuite, je pense qu'il faut quand même avoir en tête que la ministre de la Santé, en tout cas c'est encore une fois ce que dit la majorité, ce n'est pas Christiane Taubira. Donc elle va essayer d'être plutôt sur un registre... Moins clivante. Oui, moins clivante et moins militante. Ils vont essayer de vraiment d'insister sur l'idée que cette loi... c'est obligatoire, cette révision, et qu'ensuite, il s'agit vraiment d'accompagner les évolutions scientifiques et aussi les évolutions sociétales, comme la PMA. Très bien, merci beaucoup Pascale Tournier. Merci pour cet éclairage. Rédactrice en chef adjointe à La Vie. Merci d'être venue et passer par ce plateau. Dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale, revue de l'actualité. À tout de suite. On démarre avec la une de Libération Champagne. Arrêtez le massacre ce matin. Chaque jour, quasiment, un nouveau drame. Elles sont désormais 75 à avoir été tuées par leur conjoint depuis le début de l'année. Le gouvernement a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre ces féminicides. Un Grenelle sera organisé à Matignon en septembre. Dès la rentrée, une mobilisation nationale et une grande campagne seront lancées pour sensibiliser la société au drame du meurtre de femmes par leur conjoint. Paris-Normandie titre « Les pharmacies sont elles aussi malades » ce matin. Le nombre de pharmacies diminue fortement. Les 22 000 pharmacies qui maillent le territoire vivent des heures difficiles. Près de 200 ont fermé l'année dernière. C'est une tous les 2 jours. Pour autant, la France dispose toujours d'un réseau quasi unique au monde avec 81 pharmaciens pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, ce maillage est jugé cohérent par le gouvernement. Mais il faut veiller à ne pas créer de désert pharmaceutique dans des zones rurales ou des banlieues particulièrement isolées. Et puis Gérard Larcher dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Il fait l'objet d'une interview exclusive par les équipes de Denis Caro, le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin.
Gérard Larcher, le président du Sénat, est à Nice aujourd'hui dans le cadre de son tour de France des territoires pour reconstruire la droite. Le président du Sénat, qui devrait rencontrer Christian Estrosi, le maire de Nice, propose dans cette interview un nouvel acte de décentralisation. Il lance également une série de conventions, objectif refonder notre politique en vue d'une synthèse en octobre. Et puis la mer est un immense vivier d'emploi. C'est à la une de Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France. En Loire-Atlantique, les métiers liés à la mer sont un gisement de formation et d'emploi. La pêche, les chantiers navals, les énergies marines renouvelables recrutent. Au total, la filière maritime pèse 340 000 emplois directs en France et l'embellie se poursuit. La France, c'est le second espace maritime mondial. La mer pèse 270 milliards d'euros, génère 14% du PIB. Au total, 820 000 emplois sont en lien avec l'environnement maritime. Voilà, à retrouver sur le site internet de Presse Océan si vous le souhaitez. Voilà, merci Saveria, au revoir, à demain. Merci, très bonne journée à tous, bonne journée. Nous, on continue. Dans un instant, la météo des territoires de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France. Beau partout, un peu chaud dans le sud, vous allez le voir. Puis ensuite, on regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Et puis, on se retrouve après. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. La course à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux enregistre le soutien d'Antonio Duarte. L'écologiste se retire pour rallier l'ancien porte-parole du gouvernement. Madame Hidalgo est un très bon candidat, contrairement à ce qu'on croit. Et elle sera très populaire, elle fera une grosse campagne, elle fait beaucoup de travaux, etc. Et elle est prête à renoncer à tout et à tout reprendre des candidats de l'opposition. Et on ne gagnera pas Paris s'il n'y a pas un accord en face de la politique de Madame Hidalgo. Aujourd'hui, moi, je viens vous parler, si vous voulez, de ce diagnostic de quartier, de tout ce qui nous réunit, de pourquoi on a décidé d'y aller ensemble. Et attendez mercredi avant de parler de ce qui pourra se passer après. Je suis, moi, pour qu'on puisse dépasser la question des investitures par étiquette ou des investitures partisanes. Parce que le risque de transformer les élections municipales en référendum pour ou contre le président de la République est un risque que je n'ai pas envie de courir. Le maire du Havre a soutenu Édouard Philippe afin qu'il se présente à Paris. Est-ce que vous craignez d'être délogé par le Premier ministre qui pourrait, lui, être adoubé par le président de la République ? Écoutez, je crois que c'est l'ancien maire du Havre et je crois que les affaires havraises devraient rester au Havre. Je considère toujours qu'une désignation au 10, pour moi, est un timing très rapide, trop rapide. Et quoi qu'il en soit, je prépare tous mes arguments et je ferai tout ce qu'il faut. Moi, je pense que tout ça, comme pour les européennes, ça va bien se terminer. Ça fait un peu de tambouille politique pour le... Oui, mais les municipales, c'est toujours comme ça. Vous verrez que la tambouille politique, elle va être bien pire ailleurs. C'est blanc bonnet et bonnet blanc. Il n'y a pas de différence. Comme dirait l'autre, non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Parce que la réalité, c'est que l'un comme l'autre ont besoin de l'onction du président de la République. Comme adversaire, vous préférez qui ? Mais ce sont les mêmes. Ce ne sera pas un maire, ce sera un préfet. Qui sera là non pas pour défendre les Parisiens, mais pour défendre le président de la République. C'est lui, in fine, qui choisira sur l'ensemble des grandes villes. Je connais un peu le président, c'est pas quelqu'un qui est totalement étranger aux problèmes de circonscription, de ville. Nous aurons une discussion avec Emmanuel Macron sur le problème de Lyon. Moi, je respecte chacune et chacun, je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale, mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française,
on a des devoirs aussi. Cette situation est le résultat, vous l'avez rappelé, de formules là aussi de M. Blanquer et puis du président de la République. Et alors, on va aller où comme ça ? Hein, c'est le bac, c'est pour les enfants d'abord. Et après, il y a des questions de fond sur l'éducation. Voilà, demain nous recevons Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, comme invité politique dans Territoire d'Info. D'ici là, merci de votre fidélité, passez une bonne journée. On se retrouve demain aux mêmes heures. Au revoir à tous.